Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission spéciale Un avenir vert. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet vital pour notre planète, la protection des océans et plus largement la préservation de nos écosystèmes. Face aux défis environnementaux croissants, des efforts concertés et des solutions innovantes sont plus que jamais nécessaires. Pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir un panel d'experts et de témoins privilégiés, certains avec nous en studio et d'autres en ligne. Alors maintenant, permettez-moi de vous présenter nos invités. En studio, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Yu Xiang, directrice du Bureau de recherche sur l'économie du changement climatique de l'industrie de recherche sur l'écocivilisation de l'Académie des sciences sociales de Chine. Bonjour. Et Madame Susan Caporio, jeune Française qui a une expérience directe et récente de la Chine. Bonjour Susan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous sommes également connectés avec trois invités de marque. Monsieur Brice Lalonde, président d'Équilibre des énergies, ancien sous-secrétaire des Nations Unies et ancien ministre de l'Environnement de France. Bonjour Monsieur Lalonde. Bonjour Coco. Bonjour à tous, merci de votre invitation, je suis très content d'être parmi vous. Merci de nous rejoindre. Et M. Shuaibu Enchutpun, secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, la GOMIFAC. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Coco. Et M. Michael Grab, professeur dans le domaine de l'énergie et du changement climatique. Welcome. Bonjour Coco. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. À l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, une journée dédiée à la célébration et à la protection de nos océans, il est plus crucial que jamais de reconnaître le rôle vital qu'ils jouent pour notre planète. Les océans poumons bleus de la Terre régulent le climat, produisent l'oxygène que nous respirons et abritent une biodiversité incroyable. Leur santé est étroitement liée à la nôtre et à l'équilibre de tous les écosystèmes. Madame Yu, pourriez-vous nous présenter brièvement les principales mesures prises actuellement par la Chine pour protéger les écosystèmes marins ainsi que les résultats significatifs obtenus? Pourriez-vous également nous donner quelques exemples concrets? Le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, a souligné que la construction d'une civilisation écologique marine constitue une composante essentielle de la construction globale de la civilisation écologique. Ces dernières années, la Chine s'efforce de créer un environnement marin marqué par une harmonie entre l'homme et la nature et a promu la protection de l'environnement écologique marin de manière coordonnée. Sur le plan politique, la Chine a révisé à la fin de l'année 2023 la loi sur la protection de l'environnement marin, avec pour point fort le renforcement de la protection de la biodiversité marine. Dans la loi modifiée, la Chine met l'accent sur la préservation et la restauration des corridors écologiques marins essentiels, afin de prévenir la dégradation de la biodiversité marine. Sur le plan des actions concrètes, la Chine a été pionnière dans la mise en place de lignes rouges de protection écologique, a perfectionné son système d'aires marines protégées et lancé d'importants projets de restauration écologique marine. Par exemple, la Chine a entrepris des efforts notables pour la protection et la restauration des mangroves. Aujourd'hui, la superficie des mangroves en Chine atteint environ 30 000 hectares, soit une augmentation d'environ 10 000 hectares depuis le début du siècle. Dans la ville de Huizhou, dans la province du Guangdong, des projets ambitieux de restauration ont été exécutés. Ceux-ci ont non seulement amélioré l'environnement local, mais ont également intégré la restauration écologique des mangroves, la protection de la biodiversité, le tourisme écologique et l'éducation à la culture des zones humides, transformant ces forêts de mangroves en véritables forêts d'or. De plus, la capacité de séquestration du carbone des mangroves a été exploitée dans le cadre de projets de crédit carbone, ouvrant la voie au premier échange de droits de développement de crédit carbone issus des mangroves en Chine. Ce projet détient actuellement le record national en volume et en valeur pour ce type de transaction. C'est un exemple concret de la transformation du capital écologique en capital économique, des montagnes vertes et des eaux limpides devenant des montagnes d'or et d'argent. Merci à Madame Yu pour ces exemples vivants. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de la protection marine en Chine. Écoutons les points de vue de nos invités en ligne sur les questions maritimes. Monsieur Lalonde,
En tant que président d'une association française dans le domaine de l'énergie et ancien ministre de l'Environnement, vous avez une perspective unique sur les interconnexions entre les modes de production et de consommation d'énergie, le changement climatique et la santé des océans. Quels sont, selon vous, les défis les plus urgents à relever à l'interface entre ces domaines et quelles solutions prioritaires impliquent des transitions énergétiques ou des innovations sont nécessaires pour une meilleure protection marine? Si l'on veut lutter contre le changement climatique, parce que c'est lui qui est à l'origine de l'acidification, eh bien il faut sortir des combustibles fossiles. Il faut que, par exemple, dans nos ports qui accueillent les navires, il faut passer à l'électricité. Et donc il faut électrifier tous les services portuaires. Et il y a beaucoup de ports dans le monde entier, donc c'est un énorme travail. Il faut que les navires changent de mode de propulsion. Il faut que ce soit de nouveaux carburants ou alors des navires électriques. Et tout ça aussi, c'est un énorme travail qu'il faut faire avec les armateurs. Mais évidemment, la question ne s'arrête pas là, puisque la mer est en train de monter. Et donc dans toutes les côtes, toutes les villes qui sont au bord de la mer, il va falloir faire attention à ce qui va se passer dans les prochaines années. Et puis le dernier point, je crois que c'est peut-être aussi l'un des plus importants, c'est qu'une grande partie de la pollution des mers vient des terres. Ça vient des fleuves qui se jettent ensuite dans la mer. Et donc il faut absolument que les États fassent attention à limiter la pollution qui arrive dans la mer. Merci beaucoup, monsieur. Les enjeux liés aux océans encachent l'avenir de l'humanité. Il nous reste un long chemin à parcourir. Et comme nous le savons, l'Afrique, avec son immense couverture forestière, détient une position unique au niveau mondial et ses environnements marins côtiers sont également d'une richesse et d'une importance capitale. Alors, Monsieur N'Chut-Poon, merci pour votre patience. Et dans le contexte particulier de la Journée mondiale de l'océan, pourriez-vous nous éclairer sur le rôle crucial que jouent les forêts d'Afrique centrale, notamment celles du bassin du Congo, dans le maintien de la santé de l'écosystème marin mondial? Et quelle action ou stratégie spécifique la GOMIFAC met-elle en œuvre pour souligner et renforcer ces liens écologiques entre les forêts et les océans? Alors, les forêts et les océans ont un lien très fort, lien crucial. Ce sont les deux principaux puits de carbone. Donc, les forêts captent à travers le phénomène de la photosynthèse le dioxyde de carbone. Les océans aussi captent également le dioxyde de carbone, soit 20% de dioxyde de carbone qui sont émis par les activités humaines. Et c'est donc les deux principaux puits de carbone, c'est eux qui régulent le carbone. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que les forêts également renvoient du nutriment dans les océans. Ça se passe comment? À travers la décomposition végétale, il y a l'azote et le phosphore que les rivières vont acheminer vers les océans et ça va nourrir les planctons et les phytoplanctons. L'autre chose qu'il faut également relever, c'est que les forêts tropicales comme des mangroves servent de pont entre la terre et la mer. Et ces forêts, donc ces mangroves vont donc protéger les zones littorales, vont également servir de nurserie pour les espèces marines. C'est généralement au niveau des mangroves que certaines espèces, comme des petits poissons, vont d'abord séjourner avant de retourner vers la mer. Les océans et les forêts également échangent certains éléments également comme l'azote et également comme le méthane font ces échanges-là. On peut aussi relever que les forêts également émettent beaucoup de quantités importantes de vapeur d'eau dans la nature, ce qui va servir pour les précipitations. Ces vapeurs d'eau aussi se déplacent sur de longues distances et vont également donc aller régler, jouer un grand rôle au niveau des océans. Donc, je voudrais également dire que au niveau de la GOMIFAC, nous nous occupons de la protection des forêts du bassin du Congo. Au regard donc du rôle des forêts que je viens de citer pour les océans, nous essayons d'harmoniser des politiques
pour la conservation et la gestion durable de ces forêts pour lutter contre la déforestation. Parce que toute déforestation va créer un phénomène d'érosion, ce qui va transporter les nutriments, les sédiments importants au niveau des océans, et ça peut entraîner le phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est-à-dire on peut assister à une réduction même de la surface des océans à travers ce phénomène d'eutrophisation. Donc nous prenons donc des politiques pour la conservation et la gestion durable de ces forêts. Nous avons par exemple ici des aires protégées que nous avons créées. Nous avons également des concessions forestières d'aménagement qui sont gérées de façon durable. Et nous encourageons également la coopération sud-sud pour la protection de ces forêts du bassin du Congo. Et nous avons également donc créé des mécanismes pour sensibiliser les populations, aller aussi vers l'agriculture durable, parce que c'est l'agriculture qui a toujours été relevée comme le principal driver de la déforestation dans notre sous-région. Donc nous sommes en train de prendre des mesures pour une agriculture durable, pour sédentariser tous les agriculteurs qui sont riverains des zones forestières. Merci beaucoup, Monsieur Enchutpoon. Certes, la santé des écosystèmes forestiers est également cruciale pour la protection des océans. Je voudrais demander à Madame Yu, quelles sont les expériences et pratiques exemplaires de la Chine en matière de protection des ressources forestières et de gestion durable? La Chine a accumulé de riches expériences dans la protection des ressources forestières et la gestion durable, dont de nombreuses pratiques sont instructives pour la gouvernance écologique mondiale. Par exemple, l'historien économique britannique Mark Elvin a écrit un livre intitulé The Retreat of the Elephant pour décrire l'histoire des changements environnementaux de la Chine au cours des 4000 ans de société agricole traditionnelle. La Chine a également connu des périodes de déforestation excessive ayant conduit certaines espèces animales au bord de l'extinction. En mars 2020, ces éléphants sauvages ont quitté leur habitat dans la région de Xishuangbanna, province du Yunnan. Après plus de 500 jours de voyage, le troupeau est tranquillement retourné dans son habitat naturel. Ce long voyage du troupeau d'éléphants sauvages a attiré l'attention de nombreux pays, car l'éléphant d'Asie est une espèce représentative de la forêt tropicale humide et de la protection de la biodiversité. Cela illustre bien l'amélioration significative de la protection des ressources forestières en Chine. Ces dernières années, la Chine a mené des projets pilotes de gestion forestière durable dans plusieurs régions. Étant donné l'immensité du territoire chinois et la diversité des écosystèmes, les approches varient. Certaines zones nécessitent une meilleure planification scientifique des forêts, d'autres doivent cultiver des plants adaptés aux conditions locales ou utiliser des techniques de reboisement avancées, etc. Nous combinons la télédétection par satellite, la photographie aérienne par drone et des stations de surveillance au sol pour assurer un suivi dynamique en temps réel des ressources forestières. J'ai l'impression que nous avons des mesures de gestion différenciées selon les régions forestières. Alors, Susan, vous avez vécu et étudié en Chine pendant plusieurs années, donc vous avez certainement une perception sur les changements dans ce pays. Et nous savons que la Chine a investi beaucoup d'efforts sur la protection de l'environnement et on a aussi obtenu des résultats, beaucoup de résultats. Est-ce qu'il y a des changements, vous croyez que c'est plus impressionnant Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Oui, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont vraiment tangibles. Enfin, moi, en tant que Française, ce qui m'a d'abord frappée, c'est au niveau des transports. Quand on voit le nombre de véhicules électriques, ou même les véhicules à énergie nouvelle et les véhicules hybrides surtout, c'est un nombre assez impressionnant. On les reconnaît avec leurs plaques d'immatriculation qui sont vertes, et il y en a vraiment beaucoup. Et pareil pour les scooters, quasiment l'intégralité des scooters sont électriques maintenant. Donc ça, je vois par rapport à la France, c'est vraiment énorme au niveau de la proportion. Et il y a vraiment plein de choses à dire. Je pense aussi au niveau de la dématérialisation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Chine via les applications comme WeChat, Alipay, etc. Et donc, par exemple, quand on veut payer ses factures d'électricité ou d'eau et d'électricité, c'est sur Alipay que ça se fait. Donc, il n'y a pas besoin d'imprimer du papier ni rien. Ou alors, quand on commande à manger sur Meituan, on peut choisir l'option sans couvert en plastique en fait. Donc ça évite à la fois le papier, les déplacements et l'utilisation de trop de plastique. Et aussi au niveau des énergies renouvelables, on le voit,
Quand j'ai pris l'avion, par exemple, il y avait des champs d'éoliennes qui étaient installés sur les montagnes. Donc, en plus, c'est en hauteur, donc on ne les voit pas, ça dérange moins. Et même dans les routongs, sur les toits des routongs, il y a des panneaux solaires qui sont installés. Et donc tout ça, c'est des changements qui sont vraiment tangibles et on les voit, c'est des changements qui sont là au quotidien. Merci beaucoup Susan pour ces exemples très très vivants. Susan a évoqué nos paiements pratiques et les véhicules à énergie nouvelle. En effet, la Chine a réalisé des progrès remarquables ces dernières années dans la promotion d'une économie bas carbone et la construction d'une civilisation écologique. Madame Yu, pourriez-vous nous présenter systématiquement ces réalisations ? Les progrès sont nombreux. Ces dernières années, l'engagement de la Chine en faveur de l'édification d'une civilisation écologique a entraîné une amélioration significative de la qualité de l'environnement. Le plus notable est l'augmentation palpable du sentiment de bien-être lié à cette amélioration. Surtout depuis le 18e Congrès national du PCC, la Chine a mis en œuvre de manière approfondie la campagne « Ciel bleu, eau limpide, terre propre », améliorant notablement la qualité de l'environnement. Cela nous permet de respirer un air plus pur, passant de « prier quotidiennement pour un ciel bleu » à « photographier souvent le ciel bleu ». Les données statistiques montrent également qu'entre 2015 et 2025, la concentration en particules fines, PM2.5, dans les villes chinoises a significativement baissé, faisant de la Chine le pays où la qualité de l'air s'améliore le plus rapidement au monde. Cela démontre la détermination ferme et les actions pragmatiques de la Chine sur la voie d'un développement vert et bas carbone. Si l'on replace les progrès de la protection écologique chinoise dans le contexte plus large de son développement économique, leur importance exceptionnelle devient encore plus évidente. Au cours de la dernière décennie, non seulement la qualité environnementale s'est améliorée, mais la puissance économique chinoise a également connu une ascension historique. Cela ne se reflète pas seulement dans la croissance du PIB, plus enthousiasmant encore, dans l'économie verte et l'innovation technologique verte, la Chine occupe désormais des positions de leader mondial dans de nombreux domaines. Par exemple, les secteurs bien connus de l'énergie éolienne, du solaire, des véhicules à énergie nouvelle et des batteries lithium-ion affichent des avantages compétitifs mondiaux. Aujourd'hui en Chine, l'industrie verte ne se limite plus aux domaines centraux des économies d'énergie et de la protection environnementale. Elle inclut également l'écologie environnementale, la production propre, les services verts, etc. Ces domaines joueront un rôle de plus en plus important dans l'économie nationale chinoise. C'est passionnant. Je fais partie de ceux qui photographient quotidiennement le ciel bleu, comme vous l'avez mentionné. Ces réalisations de la Chine sont en effet largement reconnues à travers le monde. Monsieur Grub, je suis très intéressé par votre perspective sur l'impact des efforts de la Chine en matière de développement bas carbone sur la gouvernance climatique mondiale. Dans le cadre de vos recherches, existe-t-il des expériences dont d'autres pays pourraient s'inspirer ? Je pense qu'il y a au moins deux aspects particulièrement intéressants dans la manière dont la Chine a abordé le changement climatique et la réduction des émissions. Le premier concerne son approche de l'innovation technologique et des systèmes, le second porte sur le financement. Sur le plan technologique, l'objectif ultime est bien sûr la réduction des émissions, mais une étape essentielle pour y parvenir consiste à développer les technologies de production d'énergie bas carbone, de transport propre, de chauffage et pour l'industrie. Si la Chine a entrepris des actions pour réduire directement ses émissions et a fixé certains plafonds, l'essentiel de son effort a été de construire des industries propres capables de contribuer positivement à l'économie tout en remplaçant les énergies plus polluantes. Le deuxième aspect, tout aussi significatif, est le soutien financier apporté par la Banque populaire de Chine. Dès les débuts de ces initiatives, elle a accordé des prêts à taux réduits aux industries bas carbone. Cela revêt une importance particulière, car nombre de ces secteurs nécessitent des investissements lourds dans des technologies propres, dont l'exploitation n'est pas toujours peu coûteuse. Le principal obstacle demeure le besoin initial de financement pour ces technologies. Les prêts à faible taux d'intérêt consentis par la Banque populaire de Chine ont ainsi été un levier très efficace pour permettre à ces industries de se développer à grande échelle et de tirer des enseignements de leurs premières expériences. En somme, je dirais que ces deux éléments, l'accent mis sur la technologie et les systèmes pour favoriser sa croissance, et la mise à disposition d'un financement à faible coût pour accompagner le développement de ces industries sont, à mon avis, les deux dispositifs majeurs que l'on peut étudier et dont on peut s'inspirer au niveau international. Votre recherche met en avant le rôle de l'innovation technologique dans la transition énergétique.
Dans l'élaboration concrète des politiques, comment peut-on s'assurer que l'innovation technologique favorise à la fois le développement économique sans se faire au détriment de l'environnement écologique? Je pense qu'il est vraiment important que le développement bas carbone soit aussi un développement écologiquement bénéfique. La première chose sur laquelle il faut donc se concentrer est de comprendre que les technologies peuvent accomplir plusieurs objectifs à la fois, elles peuvent être bas carbone et contribuer à d'autres enjeux. L'exemple le plus évident, ce sont les véhicules électriques, à la fois plus efficaces, ils évitent l'usage direct de combustibles fossiles. De plus, ces véhicules n'émettent presque rien lorsqu'ils fonctionnent, ce qui contribue fortement à assainir la qualité de l'air en ville, un problème majeur en Chine il y a 10 ans, et qu'il est encore dans de nombreux pays en développement. C'est donc un exemple clair de technologie qui permet à la fois la décarbonisation et une amélioration écologique plus large. Il en existe d'autres, mais, de manière générale, je pense qu'il est essentiel de suivre de près la performance des technologies, leur chaîne d'approvisionnement, certains matériaux employés, la façon dont ils ont été extraits, de préférence de manière constructive, et de veiller à ce que tout dommage écologique soit minimisé ou réparé. Il faut également maximiser le recours au recyclage des matériaux. Et enfin, pour certaines énergies renouvelables, il faut prendre en compte l'emprise foncière, elles peuvent déplacer des écosystèmes, donc le choix de l'implantation doit être très réfléchi, y compris pour l'éolien en mer. Dans certains endroits, l'éolien offshore peut même devenir un foyer de vie sous-marine, tandis qu'ailleurs, il risque de perturber des systèmes sous-marins précieux. Ainsi, une surveillance attentive du site et de ses impacts est également cruciale. Thank you very much. Et merci beaucoup pour ces explications sur l'innovation technologique. Et vous avez souligné l'importance de concilier développement économique et protection de l'environnement. Cela nous amène naturellement à une question pour Madame Yu Xiang. Madame Yu, comment la Chine parvient-elle à concilier développement économique et protection de l'environnement à travers l'écologisation de l'industrie et l'industrialisation de l'écologie? Pendant longtemps, le développement économique et la protection de l'environnement ont été perçus comme contradictoires. Mais aujourd'hui, la Chine démontre qu'un équilibre est possible. D'un côté, il s'agit de rendre les industries plus respectueuses de l'environnement, c'est ce que nous appelons l'écologisation de l'industrie. De l'autre, il faut valoriser les ressources naturelles en développant des activités économiques issues de l'écologie, c'est l'industrialisation de l'écologie. Une enquête menée par notre institut, en partenariat avec Tencent, montre que plus de 50% des citoyens chinois estiment que la protection de l'environnement peut créer de nouvelles opportunités économiques. Et près de 90% des consommateurs sont prêts à acheter des produits éco-responsables. Sur le terrain, de nombreux exemples illustrent cette dynamique. Après l'amélioration de l'environnement, des régions ont développé avec succès l'agriculture écologique, le tourisme rural, ou encore la sylvothérapie, transformant les ressources naturelles en moteur de croissance durable. Madame Yu, merci de nous avoir présenté de si beaux exemples de synergie entre écologie et développement économique. Et ces efforts se traduisent certainement par des améliorations visibles sur le terrain, je crois. Alors, Susan, je crois que tu viens de terminer un voyage en Chine. Oui, effectivement. Et pendant ton voyage, tu as certainement visité un endroit avec des paysages très beaux, des paysages naturels. Est-ce qu'il y a un endroit où tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable » Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Effectivement, ce qui m'a marqué, c'est le parc naturel forestier à Zhangjiajie. C'est vrai que c'était frappant de voir que vraiment la nature avait repris ses droits. C'était entretenu, mais en même temps, c'était vraiment laissé au naturel. Il y a la végétation est verdoyante, on voit les montagnes, l'air est vraiment pur et le ciel est clair. Et il y avait aussi le Grand Canyon à Zhangjiajie. Et là aussi, je trouvais que la végétation, pour le coup, est vraiment verdoyante. Et c'est les chemins, en fait, qui s'adaptent à la nature et non l'inverse. Donc, par exemple, on passe sur des sentiers en bois et on voit les arbres au milieu des sentiers et ils ont été gardés tels quels. Et donc, il y a aussi des chutes d'eau le long des sentiers. On est obligé de passer sous les chutes d'eau. Donc, c'est assez marrant à voir. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les parcs naturels, dans les sites naturels, les sentiers, en fait, tout est balisé.
de façon à ce qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, aller n'importe où. Et il y a aussi du coup des infrastructures qui sont mises en place le long de ces sentiers balisés, comme des poubelles, avec du personnel pour les changer régulièrement, et aussi des sanitaires. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait que la Chine, sur ses sites naturels, a su protéger ses sites naturels. Et de même, dans les sites, on peut circuler que par des navettes électriques. Et il y a aussi un quota de visiteurs par jour qui est imposé pour limiter la surexposition et la surpollution. Wow, très intéressant. Merci beaucoup Susan pour ces observations vécues. Alors, ces expériences positives peuvent d'ailleurs motiver le public. Cela m'amène à une question pour Mr. Grubb. Alors, Mr. Grubb, Monsieur Grubb, l'économie comportementale est un élément important de vos recherches. Pour promouvoir la participation du public à la protection de l'environnement et à un mode de vie sobre en carbone, quelles stratégies efficaces propose-t-elle? Je pense que parfois, trop insister sur les technologies peut aussi faire oublier l'importance de la dimension humaine. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens adoptent aveuglément de nouvelles technologies, des technologies inconnues, sans en comprendre les avantages. Il faut donc commencer par sensibiliser le public, et sa compréhension des sciences fondamentales est évidemment précieuse. On développe ainsi une compréhension sociale de la nécessité de décarboner nos systèmes. Mais il existe aussi des actions plus spécifiques. Par exemple, en Grande-Bretagne, des programmes d'étiquetage carbone ont été mis en place, en France et dans d'autres pays, permettant d'afficher une étiquette indiquant la quantité de carbone émise lors de la fabrication d'un produit. On peut aussi acheter de l'électricité verte. Le système est parfois complexe, mais en principe, si l'on le souhaite, on devrait pouvoir et être encouragé à acheter de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il existe également d'autres techniques. Les économistes comportementaux aiment parler d'incitation et de valeur par défaut. Il est donc essentiel de disposer d'informations claires sur l'efficacité énergétique de la maison lors de l'achat. Autre exemple, les fonds de pension bas carbone. Vous pouvez adhérer par défaut à un fonds de pension qui investira dans les énergies propres et vous fournira peut-être même de l'électricité verte à votre retraite. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez refuser. Mais s'il existe une valeur par défaut qui indique que ce serait une bonne chose à faire, toutes ces mesures peuvent à la fois renforcer l'implication des consommateurs et accroître la sensibilisation. Il existe donc de nombreuses mesures à prendre en matière d'engagement du public. Je pense que parfois, trop insister sur les technologies peut aussi faire oublier l'importance de la dimension humaine. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens adoptent aveuglément de nouvelles technologies, des technologies inconnues, sans en comprendre les avantages. Il faut donc commencer par sensibiliser le public, et sa compréhension des sciences fondamentales est évidemment précieuse. On développe ainsi une compréhension sociale de la nécessité de décarboner nos systèmes. Mais il existe aussi des actions plus spécifiques. Par exemple, en Grande-Bretagne, des programmes d'étiquetage carbone ont été mis en place, en France et dans d'autres pays, permettant d'afficher une étiquette indiquant la quantité de carbone émise lors de la fabrication d'un produit. On peut aussi acheter de l'électricité verte. Le système est parfois complexe, mais en principe, si l'on le souhaite, on devrait pouvoir et être encouragé à acheter de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il existe également d'autres techniques. Les économistes comportementaux aiment parler d'incitation et de valeur par défaut. Il est donc essentiel de disposer d'informations claires sur l'efficacité énergétique de la maison lors de l'achat. Autre exemple, les fonds de pension bas carbone. Vous pouvez adhérer par défaut à un fonds de pension qui investira dans les énergies propres et vous fournira peut-être même de l'électricité verte à votre retraite. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez refuser. Mais s'il existe une valeur par défaut qui indique que ce serait une bonne chose à faire, toutes ces mesures peuvent à la fois renforcer l'implication des consommateurs et accroître la sensibilisation. Il existe donc de nombreuses mesures à prendre en matière d'engagement du public. Merci beaucoup. J'espère que chacun pourra trouver sa propre façon de mener une vie à faible émission de carbone. La coopération internationale est un fil rouge de notre discussion. Alors, Monsieur Lalonde, une question pour les relations sino-européennes. À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE, des dirigeants de l'UE ont affirmé leur disposition à travailler avec la Chine pour relever les défis mondiaux comme le changement climatique. Alors, selon vous, face aux défis communs du changement climatique et de la protection marine, quelles perspectives et opportunités de coopération la Chine et l'UE ont-elles? C'est une question très importante. La Chine
s'est tourné, a décidé d'aller vers la civilisation écologique. C'est ce qu'a disait son président. Et ça nous fait très plaisir de voir que la Chine continue à investir dans cette direction avec toutes les industries vertes où elle est le champion. Elle est presque le champion mondial des industries vertes. Et donc pour nous, en Europe, puisque nous avons décidé, nous aussi, avec le pacte vert, de décarboner notre économie, la coopération avec un pays comme la Chine est très importante. Et il y a quelques jours, j'étais dans le sud de la France pour visiter le réacteur de fusion, le projet de réacteur de fusion ITER. Il venait d'arriver une grande pièce qui arrivait de Chine. Et là, il y a une coopération très importante à laquelle je suis très, très attaché entre la France, l'Europe, 5 autres pays du monde et avec la Chine. Et donc, ce genre de coopération-là, qui pourrait être une véritable rupture technique, est très importante. Et puis, bien entendu, il y a beaucoup d'autres domaines de coopération. Vous savez que la France, elle est très contente d'importer des panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine. Merci beaucoup, Monsieur Lalonde. La parole est à vous, Monsieur Grab. Selon vous, comment la Chine et l'Europe devraient-elles renforcer leur coopération pour relever les défis communs du changement climatique et de la protection marine? Je trouve donc très intéressant que nous entrions dans une période où, premièrement, des efforts mondiaux sont nécessaires. La préoccupation concernant le changement climatique était déjà présente il y a 35 ans. À cette époque, les pays industrialisés, les pays développés, dominaient les émissions. Ce n'est évidemment plus vrai. La population des pays en développement, bien plus nombreuse, a augmenté, ce qui est formidable. Il est nécessaire de renforcer la collaboration pour favoriser un développement sobre en carbone. C'est donc un point de départ. Deuxièmement, la coopération sous forme de partage d'expériences. Je dis oui, le partage des connaissances et de la recherche scientifique, c'est formidable. Mais nous ne partageons pas suffisamment d'expériences. Ces changements sont majeurs. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser des technologies différentes. Il s'agit de développer un système électrique et industriel entièrement propre. C'est un défi de taille. Aucun pays n'y parviendra parfaitement. J'ai travaillé à Beijing pour parler de l'expérience britannique en matière de décarbonation rapide du système électrique. Nous avons dû modifier en profondeur l'organisation de nos marchés de l'électricité. Nous avons eu de nombreuses discussions intéressantes avec nos homologues chinois sur les points positifs et négatifs de l'expérience britannique et sur son lien avec l'expérience chinoise. Elle s'attaque également à certains des défis auxquels nous sommes confrontés, comme d'autres pays européens. Nous produisons désormais près d'un tiers de notre électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire. Cela signifie que le système est très variable. La Chine se situe actuellement à environ 15% de la moyenne nationale. Il reste donc un long chemin à parcourir. Mais certaines provinces ont des niveaux très similaires. Il y a donc beaucoup à apprendre. Enfin, je pense que nous sous-estimons l'intérêt, mais aussi la complexité, de la coopération technologique directe. Ces technologies nécessitent de nombreux composants, un important apprentissage technologique et une expérience approfondie dans l'adoption et le développement de technologies propres à grande échelle dans de nombreux secteurs, comme le chauffage propre, les produits industriels propres, etc. Certains de ces pays peuvent se débrouiller seuls. La Chine est très grande. Elle a beaucoup accompli par elle-même. Mais, par exemple, il faudrait renforcer la coopération sur la mondialisation des véhicules électriques. Comment mondialiser les marchés de l'énergie éolienne et solaire le plus rapidement possible? Parce que le temps presse pour lutter contre le changement climatique. La Chine a réalisé des progrès fantastiques. L'Europe a réalisé de très bons progrès. Cet effort doit être mieux et plus largement partagé, notamment en matière de coopération en matière d'investissement technologique et de marché pour ces technologies propres. J'espère donc que la prochaine phase impliquera une collaboration plus directe sur les systèmes technologiques susceptibles de contribuer à la décarbonation mondiale. Merci pour votre explication. Et merci beaucoup. Et en se projetant vers l'avenir, je voudrais vous demander, Monsieur Enchutpun, quelles solutions innovantes ou quels mécanismes de coopération régionale et internationale la Comifac juge-t-elle nécessaire pour protéger plus efficacement et de manière coordonnée ces deux écosystèmes vitaux, notamment face au changement climatique et pour la promotion d'économies bleues et vertes durables?
Oui, merci beaucoup, Madame Coco. Nous rentrons là dans la coopération. Et je dirais qu'il faut qu'on change de paradigme. Ne pas voir seulement la coopération nord-sud, mais de renforcer également la coopération sud-sud. Et nous, au niveau de la Comifac, nous pensons que nous allons renforcer notre coopération avec les pays de l'Amazonie, les pays d'Asie du Sud-Est, permettre à toutes les organisations régionales qui sont chargées de gérer durablement les 3 blocs de forêts tropicales au monde, de travailler ensemble, d'échanger d'expériences. Nous pensons aussi qu'il est temps de créer un mécanisme financier flexible et adapté pour les forêts tropicales. Si nous voulons permettre aux pays dépositaires de ces forêts de continuer la conservation de ces forêts, nous devons définir des mécanismes adaptés, flexibles, directs, équitables pour leur permettre donc de continuer à gérer durablement ces forêts. Nous pensons par exemple à la création de plusieurs fonds fiduciaires pour chaque bassin et adaptés aux réalités de chaque bassin forestier tropical. Nous pensons également qu'il faut créer des mécanismes qui permettent aussi aux communautés, aux peuples autochtones et communautés locales d'accéder au financement. Parce que ce sont ces peuples autochtones et communautés locales qui protègent également les forêts. Donc voilà quelques pistes ou bien des solutions innovantes que nous pouvons proposer. Et nous pensons qu'à Belém, pendant la COP30, nous allons revenir avec ces différentes propositions et qui vont faire l'objet de discussions avec les autres pays forestiers du monde. Merci beaucoup, Monsieur Yan Chutpun. La coopération internationale est importante aujourd'hui et demain. Et sur le plan international, Madame Yu, quel rôle la Chine souhaite-t-elle jouer dans la gouvernance environnementale mondiale à travers le concept de civilisation écologique? Quelles opportunités et défis est-ce que cela représente? La civilisation écologique vise à concilier protection de la nature et développement économique de qualité. Ce concept, mis en œuvre avec succès en Chine, peut servir de nouvelle référence pour la gouvernance environnementale mondiale. Son cœur repose sur l'harmonie entre l'homme et la nature, la justice écologique et un développement inclusif. Ces valeurs sont d'ailleurs en phase avec les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. La Chine offre également aux pays en développement une nouvelle voie de modernisation verte. Aujourd'hui, environ 70% des pays engagés vers la neutralité carbone sont en développement. Cela montre qu'un modèle de croissance économique bas carbone est possible, différent de celui des pays industrialisés. Bien sûr, des défis subsistent, mais les résultats obtenus par la Chine montrent que le concept de civilisation écologique est porteur d'avenir, tant sur le plan national qu'international. La participation citoyenne est également nécessaire, je crois. Donc, Susan, la parole est à vous. Et je crois que la protection de l'environnement et le développement durable préoccupent les jeunes du monde entier. Et la France a aussi beaucoup à offrir en termes de concepts et pratiques sur la protection de l'environnement. Et vous passant sur ce que vous avez vu en Chine et en France, quelle approche ces deux pays pour sensibiliser le public et notamment encourager les jeunes à participer à ces actions écologiques vous semble particulièrement efficace? En France, je pense que déjà ça passe beaucoup par l'éducation parce que c'est quelque chose qui est déjà inscrit dans les programmes scolaires. Notamment dans plein de cours qui font le lien avec... On parle beaucoup du développement durable, de la transition énergétique. C'est des mots qui reviennent très très souvent dans nos cours à l'école. On est aussi encouragé à faire des actions, que ce soit dans le cadre scolaire ou même périscolaire. Et en Chine, ce que j'ai vu, déjà la Chine, je pense qu'elle a un grand potentiel pour ça avec les avancées technologiques et tout ce qui est ludique. Par exemple, sur Alipay, il y a un jeu qui s'appelle Ant Forest. Et donc, c'est-à-dire que plus on fait des actions éco-responsables, par exemple prendre les transports en commun, des choses comme ça, plus on gagne des points. Et après, donc, ça permet sur l'application dans le jeu de
planter des arbres qui sont ensuite vraiment plantés dans des zones arides comme la Mongolie intérieure, le Gansu. En fait, dans le domaine de la protection de l'environnement, nous avons davantage besoin de la participation des jeunes. Ok, le terme file malheureusement très vite et nous arrivons au terme de cette discussion passionnante. Je tiens à remercier chaleureusement de nos invités ici en studio, ainsi que nos 3 invités en ligne. Et aussi merci pour le soutien de l'Institut de recherche sur l'écocivilisation de l'Académie des sciences sociales de Chine pour notre émission. Puisse cette discussion aujourd'hui inspirer à une action concrète et un engagement renouvelé pour un avenir plus vert. Merci, au revoir.